Mesdames, Messieurs, nous allons redémarrer. Veuillez courir jusqu'à regagner votre siège. Retrouvez vos sacs, remplir les trous. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes tout en haut de cette salle immense, merci de gagner vos sièges. Voilà. On y arrive tout doucement. Allez, table ronde, plénière d'ouverture, résilience alimentaire des territoires, 2 points, panorama de dynamiques à l'œuvre. Petite publicité pour ma région d'origine, où les dynamiques sont à l'œuvre depuis longtemps. Emmanuel Bertin du CERDD me rappelait que la délégation des Hauts-de-France était en nombre. Où êtes-vous, amis ch'tis et boyaux-rouches? Voilà. Voilà. Les PAT, c'est quand même Douai. N'oubliez pas, Douai est précurseur en plein de choses. Et de toute façon, tout se passe dans le nord de la France. Et d'ailleurs, je vous invite tous à y vivre, car ce sera invivable bientôt partout ailleurs en France. En espérant évidemment que l'on bloque le marché de l'immobilier de façon à ce que tout le monde puisse continuer à vivre correctement dans le Nord-Pas-de-Calais, pays de la frite au gras de bœuf à 3 bains. Ne l'oublions jamais. En tout cas, c'est comme ça que ma grand-mère m'a appris à faire les frites. Alors, résilience alimentaire des territoires, panorama de dynamiques à l'œuvre. Nous allons avoir quelques exemples de choses qui fonctionnent avec Arthur. Merci de me mettre la liste pour nos amis. Ben voilà, je ne l'aurai pas. Arthur Grimont-Pont, Sophie Pardo, Margot Denis, Éric Prudhomme et Jean-Daniel Rallambondreni. Merci de me rejoindre sur scène et de les applaudir. Bonjour. Normalement, il y a chacun un micro. Ah ben non, il en manquera un. Il me faudrait un 5e micro. Puis-je avoir le cartel avec les noms de mes intervenants en régie? Arthur Grimont-Pont, qui êtes-vous? C'est vous. Vous êtes le fondateur des Greniers d'Abondance et de l'outil Cratère dont vous allez nous parler. Sophie Pardo, vous avez plein de rôles différents. Vous êtes de l'Institut universitaire Mer et Littoral. Vous travaillez sur la résilience au sens propre. Et je vous ferai... tiens, la résilience, prenez le micro et ensuite je finirai le tour de table. La résilience, tout le monde parle de résilience. C'est quoi le vrai terme? Boris Cyrulnik l'a popularisé en France, hein, en psychologie. Mais c'est un terme d'origine scientifique assez lointaine. Merci Frédéric de commencer par moi avec cette question. Il ne faut jamais porter de lunettes rouges, ça attire le regard en fait. Alors, on trouve effectivement plusieurs définitions de la résilience qui rend justement les choses très complexes et donc très intéressantes. La première que l'on trouve vraiment en sciences, s'intéresser à l'écosystème naturel. Et on parle de résilience, en gros, comme la quantité de choc qu'un écosystème, un environnement, est capable d'absorber avant de basculer. Et en gros, l'idée, c'est que tant qu'il est capable d'assurer ses fonctions, de garder son identité, eh bien, c'est ça l'espèce de quantité de choc qu'il est capable d'absorber. Donc ça, c'est la première définition des années 70, en gros. Et puis, elle a été complétée par une approche plus ingénierie, c'est comme ça qu'on la trouve dans la littérature en tout cas, pour ajouter la notion de vitesse et de temps de retour à quelque chose qui serait une situation d'équilibre. Donc c'est vrai que dans le langage commun, on mélange un petit peu les deux. Hein. On a cette idée de finalement temps de restauration d'un écosystème et aussi quantité en gros de choc qu'il est capable d'absorber. Et ensuite, on a une extension de ces définitions-là, donc qui était vraiment propre à l'écosystème initialement, finalement à l'aspect social. Donc, est-ce qu'une société, est-ce qu'un groupe, une communauté est résiliente? Et on va regarder un petit peu la même chose, c'est-à-dire sa capacité à assumer ses fonctions, à rester à l'équilibre en situation de choc, et aussi la vitesse de retour éventuellement lorsqu'il y a un événement, une perturbation. Eh bien, vous en sortez très bien. Je peux en rajouter un petit mot?
Et le troisième élément, et nous on a beaucoup travaillé là-dessus, c'est la gouvernance. Alors ça a été largement évoqué ce matin. Et je salue les intervenants parce que c'était vraiment passionnant ce matin. Cette notion de gouvernance, elle est fondamentale. Et là, on ne va pas parler de quantité de choc ou de vitesse, mais plutôt, on va la considérer dans la dimension court terme et long terme, c'est-à-dire la capacité court terme à répondre à une perturbation, à une crise, et aussi de se réformer. Et de finalement avoir un regard réflexif et se réformer pour avoir une action sur le long terme. Voilà. Alors vous travaillez sur la microéconomie de l'incertain. Parce que c'est très classe, oui. C'est très bien, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et vous êtes la co-autrice de ces petites merveilles de scénarios filmés, de recherche, de projets de recherche filmés qu'on peut voir sur le site Les Éclaireurs. On en parlera si on a le temps. Très bien, financé par la région des Pays de la Loire. Voilà, non, c'est vraiment bien. Margot Denis, vous représentez la Fondation Carasso. En 2 mots, pour nos amis qui ne connaîtraient pas la Fondation Carasso. Oui, bonjour à tous et à toutes. La Fondation Carasso est une fondation familiale qui a été créée il y a 12 ans et qui s'intéresse à 2 grands axes, l'art citoyen et l'alimentation durable, qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Et donc sur l'alimentation durable, on a un certain nombre de programmes dont certains s'intéressent vraiment de près à l'accompagnement des territoires dans la transition agroécologique et alimentaire. Et donc je pourrais développer tout à l'heure le programme qu'on appelle TETRA, Territoire en transition agroécologique et alimentaire. Ça n'a rien à voir avec les Tetra Pak, avec les boîtes de lait, c'est Tetra. Aucun rapport. La Fondation Carasso qui est omniprésente sur tout ce qui concerne l'alimentation et de plus en plus sur l'agroécologie. Omniprésente, je ne sais pas, mais en tout cas, on a beaucoup de gens présents ici aujourd'hui avec qui on travaille. Et effectivement, il y a beaucoup encore de choses à faire. Même si on voit que ça bouge, comme ça a été dit en introduction, il y a une urgence écologique et sociale. Et nous, en tout cas, on essaie de tester des choses, d'accompagner les territoires, d'accompagner les porteurs de projets. Et on espère que ça permet de donner un coup de pouce aussi aux transformations nécessaires. Très bien. Jean-Daniel Ralambondrini, vous êtes l'animateur du PAT d'Aix-Marseille-Provence. En 2 mots pour le présenter, il est original. C'est à la fois Aix-Marseille-Provence, la métropole, et le Pays d'Arles, les producteurs et les consommateurs finalement. C'est ça, on a pas mal parlé tout à l'heure dans les interventions de la complémentarité entre les territoires ruraux et les territoires plus urbains. Et c'est un peu ce nous on a essayé de faire, c'est ce qui a été à l'origine de ce PAT. On a signé une convention de copilotage entre 2 collectivités, donc d'un côté le PETR du Pays d'Arles et de l'autre du coup la métropole Aix-Marseille-Provence. Cette convention, on l'a signée en 2016, donc on fait partie de cette première génération de PAT. Et donc l'idée, c'était que à ces 2 collectivités, en fait, on représentait l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Mais ce qui était intéressant, c'est que donc c'était, on va dire, 3/4, 1/4. Mais pourtant, sur du côté métropolitain, on avait 90% des habitants, donc des 2 millions d'habitants. On a 1 800 000 habitants du côté métropole Aix-Marseille-Provence. Et par contre, du côté Pays d'Arles, où il n'y a que 200 000 habitants, où c'est un territoire un peu plus rural, on a 60% de la production, et 60% de cette production, notamment sur tout ce qui est fruits et légumes, avec le bassin du Rhône. Et donc l'idée, c'était de reconnecter cette population urbaine avec cette agriculture du côté Pays d'Arles. On va y venir, Monsieur Prudhomme. Vous êtes le directeur régional Pays de la Loire de l'ADEME. L'ADEME, on la connaît, je l'ai cité tout à l'heure, pour la rénovation énergétique, pour l'évaluation des émissions de carbone d'à peu près. D'ailleurs, le site de l'ADEME a été très consulté à propos des jets privés récemment. Je le consulte d'ailleurs, ou pour les émissions de carbone de telle ou telle source d'énergie. Qu'est-ce que l'ADEME... ne prenez pas mal, qu'est-ce que vous faites là à parler d'alimentation ? Je comprends votre question, en tout cas, puisque c'est vrai que sur l'alimentation durable, c'est assez récent, la place qu'a pris l'ADEME, mais en tout cas, il y avait longtemps qu'on travaillait déjà effectivement sur toute la dynamique, parce qu'on l'a vu dans les interventions ce matin, l'alimentation est au cœur d'un système un peu complet et complexe. Et si on prend de la fourche à la fourchette, toutes les étapes, il n'y a pas une étape où on ne va pas parler d'énergie, on va parler d'économie circulaire, on va parler d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc forcément, nous, on travaillait depuis longtemps avec la production agricole, on travaillait depuis longtemps avec la consommation, on travaillait depuis longtemps avec la transformation. Et donc aujourd'hui, on a mis ça sous le vocable alimentation durable parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas séparer chacune de ces étapes. Et donc on va parler à chacun de ces intervenants, on va leur parler de sobriété, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais aussi de sobriété matière et de sobriété énergie. On va leur parler également de production d'ENR,
on va leur parler d'adaptation, on va leur parler d'efficacité énergétique. Donc forcément, à un moment donné, on se devait de rentrer un petit peu dans ce débat autour de l'alimentation durable. Et vous avez pu le voir aussi à travers la production de nos scénarios 2050. On est vraiment sur un chapitre alimentation durable parce qu'on s'aperçoit aussi que demain, au-delà des questions techniques, au-delà des questions économiques, il va falloir parler aux gens. Et on commence à rentrer aussi sur la question des modes de vie. On le voit à l'ADEME, on est une population d'ingénieurs, mais là, ça y est, on rentre effectivement dans cette dimension des modes de vie. Et là, on l'a vu ce matin, on en a discuté ce matin, le mode de vie est essentiel effectivement dans cette approche de l'alimentation durable. Mais l'ADEME, vous avez votre prisme carbone. Est-ce que si on mesure tout au carbone, on ne tue pas dans l'œuf les initiatives de circuits courts compte tenu des émissions de carbone à l'unité transportée? Vous connaissez cette histoire? Je ne pense pas qu'on a que cette vision carbone, effectivement. Mais on associe l'ADEME à une vision carbone. Vous associez l'ADEME à une vision carbone. En tout cas, non, mais il est clair aujourd'hui, je le disais, hein, sur chacune de ces étapes, on va aussi parler matière, on va aussi parler déchets. Donc on va avoir avec ces interlocuteurs une dimension au-delà de celle du simple carbone. Après, c'est vrai, à un moment donné, qu'il faut des indicateurs. Donc c'est vrai que l'indicateur carbone, vous avez raison, on l'utilise souvent. Hein, par exemple, sur l'alimentation, on dit aujourd'hui que dans l'empreinte d'un ménage, l'alimentation, c'est 25 à 23% effectivement de son empreinte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui mesure en tout cas. Mais globalement, ensuite, dans les actions qu'on va mettre en place, dans les préconisations qu'on va faire, elles ne sont pas simplement sur la question du carbone, même si effectivement c'est la mesure qui est retenue aujourd'hui pour pouvoir agir. Comment vous la définissez-vous, la résilience alimentaire d'un territoire? Alors c'est un sujet qui est pas simple parce qu'on le voyait ce matin, déjà à quelle échelle on parle, hein. Vous avez posé la question à M. Caron, c'est quoi le territoire? Moi j'ai bien aimé votre question et j'attendais effectivement de voir un petit peu parce que on l'a vu dans ce qu'a dit la présidente, dans ce qu'a dit le préfet, à quelle échelle on commence. Et on voit bien qu'au niveau européen ou national, il va falloir avoir des outils qui vont nous permettre à un moment peut-être d'avoir une certaine résilience ou en tout cas une certaine autonomie, indépendance vis-à-vis de notre alimentation par rapport au reste du monde. Puis après, on va descendre un petit peu, on va descendre au niveau de la région. On a d'ailleurs, à ce point de vue, vous parliez de votre région des Hauts-de-France, vous savez certainement qu'il y a eu une étude qui a été faite au niveau régional sur justement la résilience de la région sur ces systèmes alimentaires. D'ailleurs, pas que résilience, aussi durabilité. Donc on va descendre à cette échelle de région pour avoir une espèce déjà de vision macro qui va permettre de dire voilà quel est notre diagnostic et voilà si on veut demain être durable et résilient, comment faire. Et puis après, eh bien là on a l'illustration, on en a beaucoup parlé ce matin, on a le PAT qui lui va prendre dans les territoires au niveau des EPCI. Et donc à chaque fois, on va devoir se poser la question de qu'est-ce que je peux faire à mon niveau et comment je peux réorienter les politiques. Et on l'a vu, hein, l'alimentation, c'est effectivement une question de politique publique. Comment j'ai les moyens d'eux. Donc attention aussi, et ça a été dit, je crois, suffisamment, attention à ne pas simplement dire que la résilience, effectivement, c'est l'affaire du territoire, du citoyen, ou en tout cas de proximité. Il faut qu'il y ait effectivement l'ensemble de cette chaîne. Et c'est là-dessus que nous, on travaille avec justement la capacité qu'on a de travailler au niveau national avec les collègues au niveau national, et ensuite en région, et puis ensuite sur les territoires avec nos partenaires régionaux. Arthur Grimont-Pont, votre association est dévouée, enfin les Greniers d'Abondance, a étudié la vulnérabilité des systèmes alimentaires. On a vu qu'ils étaient vulnérables pendant la crise du Covid. On a vu qu'ils le sont encore depuis la guerre. Et en même temps, le système est tellement complexe, on lui prédisait l'effondrement, puis mine de rien, il est plastique, il a l'air d'être résilient. On a manqué de rien, on ne manque de rien. C'est quoi un système résilient ? Bonjour, merci pour la question. Vous avez 30 secondes. Donc, un système résilient, c'est marrant, il y a le groupe Carrefour qui nous a demandé, il y a à peu près un an, comment augmenter la résilience du groupe Carrefour. Ah bon ? On s'était dit que c'était un point essentiel à débattre. C'est qu'on voit qu'on parle globalement de la même chose quand on parle de résilience, mais qu'on ne l'applique souvent pas au même objet. Et nous, ce à quoi on s'intéresse comme type de résilience dans notre association, c'est la résilience non pas de chaque acteur du système alimentaire pris isolément, mais de l'ensemble du système alimentaire, autrement dit, comment assurer notre sécurité alimentaire en France, parce qu'on s'intéresse principalement à la France dans notre association,
malgré des perturbations multiples et imprévisibles. Mais quand Carrefour vous a contacté, vous avez rigolé, vous vous êtes dit, si même eux ont peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on s'est posé la question très sincèrement, parce qu'on s'est dit, la grande distribution, ça a été évoqué à plusieurs reprises, avec leurs 4 plateformes d'achat, c'est environ 90% des parts de marché alimentaire. Donc le but n'est pas du tout de se dire, de discréditer cette approche, mais simplement on s'est demandé qu'est-ce qui motivait un groupe comme Carrefour à s'intéresser à la question et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur proposer comme vraie solution. Et puis on s'est dit, non, en fait, il y a une erreur de principe dès lors qu'on pense qu'il faut responsabiliser un acteur privé plutôt que le subordonner à notre intérêt général. Les acteurs privés aujourd'hui, en fait, le système alimentaire aujourd'hui est grandement délégué aux acteurs privés, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, à la différence d'autres secteurs qui correspondent à un besoin essentiel comme l'accès à l'eau potable, à l'éducation, à des besoins médicaux de base, mais les pouvoirs publics sont largement désinvestis du système alimentaire et en conséquence de quoi le système alimentaire s'auto-organise suivant les conventions économiques en vigueur. Donc, pourtant, vous dites ça, mais il est largement subventionné, le système alimentaire. Sans la PAC, il n'y aurait pas de paysannerie. Il n'y aurait pas de production alimentaire. Oui, tout à fait. Alors, les façons d'intervenir sur le système alimentaire pour les pouvoirs publics sont la PAC et quelques normes sanitaires. Mais disons que par rapport à l'école obligatoire, le financement de l'hôpital public ou les délégations de services publics ou les régies d'eau potable, ça reste une intervention assez minimale. Dans les grandes lignes, ce qui se passe, c'est que le système s'auto-organise. Et donc, il s'auto-organise pour maximiser l'intérêt des acteurs privés. Et ce à quoi ça mène à énormément de choses, mais principalement ça mène à une concentration très importante de certains maillons du système alimentaire. Donc c'est intéressant de donner des chiffres pour visualiser cette concentration quand même. Si on prend par exemple la filière de la meunerie en France, il y a une trentaine de moulins qui assurent la moitié de la fabrication de la farine française. Ils étaient 40 000 il y a quelques années, vous me disiez au téléphone. Voilà, c'est ça. Ils étaient 40 000 il y a un siècle. Il y a un siècle, oui. Ça fait un siècle quand même. Si on prend le lait, la viande ou les autres secteurs, c'est à peu près la même chose. Puis après, il y a le goulet d'étranglement des plateformes d'achat, comme on l'a dit, avec 30 000 camions qui traversent la France quotidiennement pour aller approvisionner ces points de distribution en flux tendu, et puis des consommateurs qui sont massivement dépendants de leur voiture pour aller faire leurs courses. Et tout ce système ne tient que grâce à une dépendance extrême aux énergies fossiles et à d'autres types d'intrants qu'on apporte de l'étranger. Et donc cette sécurité alimentaire apparente et ces faibles prix apparents de l'alimentation sont purement fictifs et conditionnés par un contexte qui est largement remis en cause pour les années et décennies à venir. Oui, mais qui continue. Le système a ses faiblesses, mais il continue. Le système, manifestement, montre son efficacité. Il arrive à rebondir à chaque fois. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité, mais le système alimentaire aujourd'hui est très largement défaillant, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas dès lors les objectifs qu'on aurait voulu lui assigner. Il est défaillant sur le plan sanitaire, il est défaillant sur le plan social et il est défaillant sur le plan environnemental. Sur le plan sanitaire, ça n'a pas encore été très largement évoqué. Vous avez parlé de votre cas, de votre région, ou avec des barquettes de filles pas chères, tout ça. Bon, le système alimentaire aujourd'hui est la première cause de mauvaise santé en France. Il y a eu un triplement de l'indicateur d'obésité, une dégradation rapide de tous les indicateurs de santé publique depuis quelques décennies. Et tout ça représente un coût pour l'hôpital public et puis évidemment aussi un coût immatériel, intangible, lié à une dégradation des conditions de vie. Et après, deuxième type de coût, un coût social, ça a été un peu plus abordé ce matin. Un quart des agriculteurs qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, qui vivent sous le seuil de pauvreté, malgré ces subventions de la PAC qui ne font principalement qu'alimenter une baisse des prix. Et troisième type d'impact du système alimentaire, alors là, appeler ça une défaillance ou une externalité du système, ça relève d'un euphémisme complet parce que le système alimentaire à l'échelle mondiale est la première cause de destruction des conditions d'habitabilité de la Terre. C'est la première cause d'émissions de gaz à effet de serre, la première cause de prélèvement d'eau douce, la première cause de destruction de la biodiversité, la cause de déforestation. Donc ça, c'est pas chiffrable, c'est difficile de dire, ça représente X euros en plus qui ne sont pas comptabilisés dans le prix de ce qu'on paye au supermarché. Donc le système alimentaire ne remplit pas du tout les objectifs qu'on voudrait lui assigner. Et en général, quand un besoin essentiel n'est pas pris en charge ni par le marché, ni par les citoyens, on s'accorde pour dire que les pouvoirs publics doivent intervenir et créer un service public. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Service public de l'alimentation. Voilà, la sécurité sociale de l'alimentation. Qui pourrait prendre la forme d'une sécurité sociale de l'alimentation, par exemple. Margot Denis, pour la Fondation Carasso, c'est quoi un beau projet, un vrai projet qui améliore ce système alimentaire ?
Alors là, dans ce qu'on fait dans le programme TETRA, c'est d'accompagner 9 territoires qu'on considère comme des démonstrateurs, des pilotes. Donc pour l'instant, on en a pris plusieurs qui sont de tailles différentes, avec des niveaux d'avancement différents. Il y en a qui sont déjà depuis des années sur les questions de transition agroécologique et alimentaire. Vous avez cité Douai, l'agglomération de Douai, et d'autres qui sont un tout petit peu plus récents sur la thématique. Et ce qu'on fait dans ce programme sur 4 ans, donc on est à mi-chemin aujourd'hui en 2022. Attendez, je vais les citer. Il y a le parc naturel régional du Queyras, où ça démarre, Bourg-en-Bresse, la communauté de communes Val-de-Drôme, enfin c'est la Bio-Vallée, le pays Cœur d'Hérault, Mouansartou, évidemment. Mouansartou est partout. Le syndicat mixte du pays des Châteaux, c'est-à-dire Blois, le pays Terre de Lorraine. Et puis 2 dans le nord, comme par hasard, Douai et Grande-Synthe. Exactement. Donc l'idée, c'est pas de se dire qu'on va uniquement accompagner ces territoires-là, mais on espère en tout cas qu'ils vont pouvoir démontrer déjà que ça peut marcher, d'avoir une ambition forte en termes de transition agroécologique et alimentaire, d'aller plus loin peut-être que les PAT qui sont de plus en plus nombreux, mais tous n'ont pas un niveau d'ambition tel que nous, on essaie de le porter en tout cas. Ils ne vont pas assez loin, les PAT, selon vous? Comment ? Les PAT ne vont pas assez loin, selon vous? Beaucoup ne vont pas assez loin, d'après vraiment le niveau d'urgence face auquel on est aujourd'hui et qui a été rappelé là tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de les accompagner à la fois financièrement, mais pas que. Et ce qui aujourd'hui, on a des retours très positifs sur le fait que non seulement on a un soutien dans le temps, sur 4 ans financier, mais aussi un accompagnement méthodologique, scientifique. On va réfléchir aux mesures d'impact, réfléchir aux chemins de transition, regarder aussi la prospective sur les territoires. Et chaque territoire a besoin de se poser la question sur son bassin de vie. Donc c'est un programme, voilà, je le disais, qui est à mi-chemin. Donc nous, on espère avoir des éléments et des résultats à vous fournir l'année prochaine, à partir de l'année prochaine en tout cas. On travaille en partenariat avec AgroParisTech, que je n'ai pas encore cité, et le soutien d'une autre fondation qui s'appelle Porticus. Et du coup, ce que veut la fondation, c'est, en tout cas, essayer de montrer que les hypothèses de départ, que le territoire est un endroit pertinent pour travailler ces politiques alimentaires et territoriales, d'aller plus loin que juste un petit projet, mais vraiment de réfléchir à une politique ambitieuse. Et ça a été vraiment beaucoup cité ce matin, donc je ne fais que rejoindre ce qui a déjà été dit. Et en fait, on aimerait avoir des éléments, et on s'adresse du coup aux territoires qui sont présents aujourd'hui, pour dire que vous devriez avoir des outils, un cadre et des exemples de ce qui fonctionne avec des chiffres d'impact sur la santé, sur l'environnement, sur le développement économique d'un territoire. Donc c'est vraiment ça, l'entrée par laquelle nous, on travaille. Après, si jamais ça ne fonctionne pas sur certaines échelles de territoire, on en fera le constat. Donc on ne dit pas que voilà, ça va marcher dans tous les cas, mais on essaye de montrer les différents niveaux d'avancement, les différentes échelles. Mais selon quels critères? Vous avez les vôtres, où il y a des indicateurs objectifs d'une résilience alimentaire, pour reprendre ce terme? Alors déjà, à chaque territoire, son entrée, donc tout le monde n'a pas mis les mêmes niveaux d'ambition et les mêmes thématiques de départ, mais bien sûr, nous, le critère principal qu'on a eu pour choisir ces territoires, c'est d'avoir une ambition forte, et pas, par exemple, pas uniquement d'augmenter le taux de produits locaux dans la restauration collective, d'aller vraiment aussi réfléchir dans d'autres domaines. C'est quoi une ambition forte? Quel mot vous mettez derrière ça? D'impliquer un ensemble fort, beaucoup des acteurs du territoire, pas uniquement la restauration collective, ce qui peut être le cas de certains projets alimentaires territoriaux. De réfléchir par exemple à augmenter l'agroécologie dans les pratiques des agriculteurs de son territoire, de mettre politiquement à l'agenda la transition alimentaire et agroécologique. Donc c'est vraiment d'aller plus loin que ce qui peut déjà être mis en place depuis quelques années, parce que ça a été soutenu effectivement depuis la loi agricole par le ministère de l'Agriculture, entre autres. Sur Alain Bondrény, vous avez fait tout ça? Tout ça, c'est-à-dire? Vous avez cette ambition forte. Oui, donc je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit. Les PAT, je pense qu'ils doivent prendre leur place dans la transformation du système alimentaire. Mais en effet, il faut bien définir ce qu'on attend des PAT. Voilà. En fait, les collectivités ne peuvent pas aller plus loin que les compétences qu'elles ont. Et d'ailleurs, on peut citer le rapport du sénateur Marchand, qui justement... qui est dans la salle. Qui est dans la salle, voilà, qui dit d'aller plus haut, plus loin, plus fort. Et qui est du Nord. Et juste ça comme ça. C'est ça. Voilà, qu'il faut en effet doter cette compétence alimentaire forte aux collectivités, puisqu'aujourd'hui, quand on réfléchit sur le sujet de la compétence et jusqu'où on peut aller, naturellement, on va sur les questions de restauration collective, parce que voilà, les départements, écoles, etc., on peut aller sur ce sujet-là, et on peut faire des choses assez fortes sur ces sujets-là. On peut faire des choses assez fortes sur la question du foncier, voilà, on a plusieurs exemples, sur la question du développement des circuits courts.
notamment, sur la question aussi de la sensibilisation, l'éducation, voilà, sur des sujets assez forts sur lesquels on a des résultats, il y a des bons résultats, il y a beaucoup de PAT dans la salle, et nous, on a aussi des résultats sur ces sujets-là. Mais par contre, en effet, les PAT rentrent dans un système qui est plus complexe que ça. Quand on réfléchit par exemple à la rémunération des producteurs, et ben là, il faut aller voilà, dans les questions d'aide européenne, de PAC, d'accords de libre-échange, etc., de concurrence, sur lesquels les territoires n'ont pas de prise. Donc en effet, il faut remettre les PAT à leur juste place, à quel endroit ils peuvent avoir un effet, mais sur ces sujets-là, il faut leur donner les moyens et ils peuvent avoir des effets assez forts sur certains sujets de la résilience alimentaire. Sur la question des prix, vous avez discuté, vous discutez avec les GMS, pour le coup, vous, avec Système U Intermarché. Oui, alors on a commencé un travail, d'ailleurs ça me permet de rebondir sur la question de la résilience. En fait, on a été finalement dans un cas où on a dû voir quelle était la résilience du système alimentaire, puisqu'on a eu une grosse crise, la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que sur notre département, sur notre PAT, on a pu être un acteur de cette résilience. C'est-à-dire qu'il y a eu une crise et on a eu des signaux un peu partout, à la fois donc, du terrain, du côté social, que voilà, dans l'aide alimentaire augmentée, qu'il n'y avait plus de repas à la cantine, que les restaurants étaient fermés, etc. Et du côté des producteurs, où justement, voilà, comme il n'y avait plus de marché, les marchés étaient fermés, comme il n'y avait plus les restaurateurs, etc., où il y avait de la production qui restait sur les bras. Et à ce moment-là, en fait, parce que nous, on était pile en fait, dans notre phase de concertation sur notre PAT, on avait des liens assez forts avec les mines, avec voilà, des organismes de producteurs, et on avait aussi voilà, des liens assez forts avec l'aval de la filière. On a créé une cellule de crise qui a permis de mettre en relation donc la Chambre d'agriculture, les mines et voilà, quelques expéditeurs, quelques grossistes, etc. Et voilà, certaines grandes surfaces pour que voilà, des échanges puissent se faire entre de la production qui restait sur les bras des producteurs et voilà, des débouchés du coup, des grandes surfaces qui cherchaient des... Il y aura une mise à disposition de ces produits-là à bas prix, c'est ça, par ces enseignes. En tout cas, des relations contractuelles qui se sont faites, qui ont été permises parce que voilà, on a mis les gens autour de la table et qu'on faisait ça tous les matins. Voilà, qu'est-ce que les producteurs disent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a comme qu'ils ont sur les bras, qu'est-ce qui est en train de sortir. Et voilà, ils avaient perdu leur débouché classique. Et donc on voit qu'en fait, là, c'est plus la partie, on va dire, concertation, en fait, animateur de territoire, qui a joué ce rôle en fait de résilience dans le cadre d'une crise et qui a permis en fait au territoire de prendre sa place parce que du coup voilà, on a permis de faire le lien entre des acteurs voilà, qui étaient tous les deux touchés par la crise. Margot Denis, c'est un bon exemple. D'ailleurs, la concertation, le dialogue territorial sont des besoins qui remontent de la part de nos projets. Il y a besoin de discuter avec les différents types d'acteurs. On a aussi la question de comment intégrer les opérateurs économiques. Donc là, c'était un des exemples dans ces projets où parfois, c'est vrai qu'on a plutôt les collectivités territoriales, qui sont souvent chefs de file des projets que j'ai cités, pas toujours, mais souvent, mais aussi les associations locales, voilà, d'autres porteurs de projets, l'ADEME, etc. Mais parfois, on manque un petit peu d'action en lien direct avec les opérateurs économiques. Donc là, c'était un exemple intéressant parce que nous, voilà, on a des groupes qu'on appelle les GEC, des groupes d'échange entre ces territoires qu'on accompagne, notamment un qui est sur le sujet des opérateurs économiques et des circuits de proximité en général. En tout cas, ça a besoin d'être animé. Il y a besoin d'animation. Et donc, une partie d'ailleurs de ce qui est reconnu comme intéressant dans ce programme, c'est qu'on finance une animation annuellement. Et on a besoin d'un poste au moins à plein temps pour une collectivité sur cette question de la transition agroécologique et alimentaire pour que ça fonctionne. Si c'est uniquement des financements d'actions, etc., qu'il n'y a pas d'animation territoriale, finalement on se rend compte que peut-être ça ne marche pas. Donc il faut une volonté politique, une animation permanente derrière, c'est ce que vous faites. Oui, c'est ça. Donc je pense que les PAT ont un rôle d'animateur assez important. Par exemple, si je reprends la question du foncier, si on prend la question du foncier, aujourd'hui, ça a été dit ce matin plusieurs fois que voilà, il fallait aller plus loin sur la question du foncier. Et si on regarde, en fait, il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui. Mais si on regarde la question de ces outils, ils sont à différents échelons territoriaux. Par exemple, si on prend les SCOT, voilà, c'est plutôt les pays. Ensuite, on a les PLUI, qui sont plutôt des COMCOM, des comités d'agglomération. Ensuite, on a la question des PAEN, là c'est plutôt le département. Sur les AP, on est plutôt à l'échelon communal. Vous, c'est ce que vous faites, c'est l'outil que vous privilégiez. Voilà, nous on privilégie notamment la question de la ZAP, parce que ça permet de mettre autour de la table justement l'ensemble de ces acteurs
Donc la commune, le département, la SAFER, la Chambre d'agriculture, l'ensemble de ces acteurs qui interviennent en fait à différents échelons. Et aujourd'hui, les outils, ils existent. On peut stopper la spéculation foncière avec des PEN, avec des apps, s'il y a une volonté politique. En fait, après, on peut mettre les gens autour de la table et avoir une politique foncière, on va dire, efficace et qui permet de remettre en place des agriculteurs, etc. Mais la métropole a les moyens d'acheter du foncier, d'acquérir du foncier pour le geler pour les agriculteurs? Nous, on l'a fait. On l'a fait notamment voilà, en périphérie de Marseille. Il y a eu plusieurs articles sur le sujet. On a en effet... alors, c'est parce qu'on a aussi plein d'autres compétences, en fait. On a plein d'autres compétences sur notamment l'eau, l'assainissement, etc., où en fait, on a plein de fonciers annexes, voilà, où en fait, qui sont aussi des terres agricoles. Et donc, on l'a fait. On avait des terres agricoles qu'on a rachetées et qu'on a mis à disposition d'agriculteurs dans les Hauts-de-Marseille. Mais je pense que ce n'est pas la seule manière de faire. On a aussi du coup la SAFER qui est un acteur. Et il faut travailler plutôt aussi avec la SAFER qui peut aussi faire ce portage foncier voilà, pour les agriculteurs. C'est un peu leur fonction d'ailleurs. Qu'est-ce que vous demandez en échange aux agriculteurs que vous aidez à s'installer? Vous leur demandez de faire de l'agroécologie, vous leur demandez du bio, vous leur demandez quoi? Vous leur demandez certains produits pour alimenter vos cantines? C'est du donnant-donnant? Non, parce qu'on n'a pas le droit d'inscrire ces choses-là pour des questions juridiques. On ne peut pas aller trop loin dans ce qu'on demande, dans le sens où, en fait, après, ça peut être requalifié en DSP, voilà, dans ce genre de requalification juridique. Donc, on ne peut pas aller aussi loin. Par contre, dans les appels à projets qu'on fait pour réinstaller les agriculteurs, on met des critères. Et donc, ceux qui sont dans des systèmes plus résilients, plus durables, sur l'agriculture biologique, voilà, sur du circuit court, sur tous ces systèmes qui vont dans le sens de la transformation du système alimentaire, ils ont des points en plus. Et du coup, aujourd'hui, sur ceux qu'on a installés, en fait, on est quasiment sur cette agriculture-là, périurbaine, maraîchère, voilà, qui permet de réalimenter la ville. Sophie Pardoux, ça fait 10 minutes que je ne vous ai pas entendu, ça me manque. Vous êtes ma grand témoin en tant que chercheuse. Qu'est-ce que vous inspire ces propos? La complexité de ces notions de durabilité, de résilience, et ça a été bien évoqué avec les questions d'échelle. Mais la première chose que je me disais en vous écoutant, c'est que, puisque vous m'avez interrogé sur les définitions de la résilience, il faut quand même ajouter qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, c'est qu'on ajoute la notion de résistance, donc l'inverse de la vulnérabilité en gros, et puis de réversibilité. Et en vous écoutant, on voit bien qu'il y a tout ce travail fait sur finalement, donc vous évoquiez la crise sanitaire qui est une sorte de perturbation du système, donc là vous vous intéressez au système alimentaire, et qui n'est pas un risque entre guillemets type sécheresse, donc qui va toucher directement le système de production, mais qui est un choc pour le système. La réponse qui a été apportée, c'est une réponse collective qui met autour de la table les pouvoirs publics, les acteurs de ce système-là. Et on sent bien que l'objectif, c'est quand même de finalement se préparer, entre guillemets, à mieux répondre si d'aventure il y avait une autre crise et un autre type de perturbation. Et donc, dans ce que j'entends dans ces projets PAT en particulier, il y a quand même cette notion de résistance, c'est-à-dire améliorer, réduire finalement la vulnérabilité des systèmes. Par contre, il y a un élément qui m'interpelle, qui m'interroge, si je peux. C'est le rapport, donc on parle quand même de territoire et ça a du sens puisque, comme le disait Patrick Caron tout à l'heure, il y a l'idée d'espace, d'identité et puis finalement de gouvernance. Donc on retrouve les trois éléments qui vont être importants dans la notion même de territoire et qui vont être importants dans la notion de durabilité ou de résilience. Mais c'est le lien qu'il y a, et c'est une question, entre les producteurs, puisqu'on parle d'installation de maraîchers ou de producteurs en général, et puis finalement les populations qui ont besoin de l'alimentation sur le territoire. Donc, vous avez bien dit qu'on ne peut pas inscrire dans le cahier des charges des injonctions, des obligations à fournir le territoire. Et je trouve que si on s'intéresse à la résilience à l'échelle du territoire, on peut peut-être questionner ces relations, c'est-à-dire on ne va pas aller sur de l'autarcie ou de l'autonomie du territoire, pour autant à une échelle locale, est-ce qu'on peut avoir cette interrogation sur la résilience du système
en mettant en relation la quantité finalement qui est produite et qui est consommée localement, sans pour autant se réduire à ça. Hein. Mais pour moi, ces éléments font partie de la question et j'ai l'impression que finalement, on sépare un petit peu le mode de consommation, ce que consomment les habitants du territoire et les producteurs. Monsieur Prudhomme, est-ce qu'il faut mettre en relation ce que pourrait produire un territoire et ce que les gens consomment aujourd'hui et ce qu'ils pourraient consommer demain? C'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué, mais en même temps, j'ai excès de la tête parce qu'en fait, dans l'étude qui a été faite là, sur Hauts-de-France, c'est exactement ce qui a été montré. C'est-à-dire que la production locale ne servait pas aux gens qui habitaient dans la région. Et la plupart du temps, était exportée. Et donc là, il y a vraiment une question fondamentale. Alors ici, dans les pays de la Loire, effectivement, on a la chance d'avoir une représentation assez bonne de l'ensemble des productions agricoles. Et d'ailleurs, je crois que c'est Nantes et Angers qui ont un bon score là-dedans, en tout cas en termes effectivement d'autosuffisance, si on peut le dire comme ça. Mais en tout cas, cette relation entre le producteur et le consommateur, on l'a bien vu lors de la crise sanitaire, il a été extrêmement renforcé. Vous le disiez tout à l'heure, bon, ça ne s'est pas forcément maintenu, mais à un moment donné, on a été obligé de trouver des solutions, d'autres solutions que d'aller effectivement dans les grandes surfaces, et on a été vers ces producteurs. Alors j'espère qu'un certain nombre de personnes ont gardé un petit peu ce réflexe-là, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, à l'ADEME, on travaille quand même sur cette question du circuit court, pour ce qu'il a effectivement de vertueux dans la relation entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Après, ça a été dit plusieurs fois, attention aussi, les circuits courts, ce n'est pas forcément toujours des dynamiques ou des systèmes qui permettent de moins émettre. En tout cas, il faut regarder ça de près. Mais en tout cas, dans les PAT, je pense que ça, c'est un élément fondamental à regarder. Par contre, attention, là aussi, à ne pas se dire on va tout pouvoir faire localement. C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, des besoins de production, on a des besoins de transformation, et si on doit mettre des petites unités partout, en termes effectivement là aussi d'émissions, on ne sera pas forcément très, très performant. Donc c'est ça qui est complexe en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il ne faut pas opposer ce qui est du système actuel et ce qui est du système à venir. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est un mixte des deux. Alors il y a peut-être quand même certains systèmes un peu intensifs, etc., sur lesquels il faut quand même bien réfléchir. En tout cas, et même en termes d'importation de produits, on l'a vu avec la moutarde quand même, ça a été un épisode quand même assez extraordinaire où on a une moutarde dite de Dijon en France, alors que effectivement la graine vient du Canada. Et là, on se dit bon, il y a peut-être quand même un sujet. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas opposer les différents systèmes, il faut être un peu dans cette mixité-là, et c'est pour ça que je rappelais les échelles, hein, parce que souvent, résilience, on pense un peu autarcie, voilà, on pense des choses comme ça, et là, je pense que c'est dangereux. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien mettre toujours derrière résilience, c'est et coopération territoriale, en tout cas, de faire comprendre qu'on ne pourra pas non plus s'en sortir à l'échelle micro, et qu'il va falloir travailler à des échelles un peu plus importantes. Voilà, c'est aussi ce qu'on a montré dans nos scénarios, hein, les 4 scénarios qu'on a sortis, scénario transition 2050, c'est ce qu'on a essayé de montrer. C'est-à-dire qu'on a pris 4 scénarios très différenciés, avec celui qui va vers justement un changement de comportement très fort, vers la frugalité, la sobriété, et puis un très technologique pour arriver à la neutralité carbone. Et dans ces 4 scénarios, on voit bien effectivement que globalement, même si sur le premier on est quand même très très local, sur les autres on voit qu'on a effectivement cette coopération, et en particulier le deuxième, sur cette coopération territoriale, qui à mon avis est la clé. Et si on arrive à mettre tout le monde autour de la table, et ça je pense que là les PAT ont un rôle énorme à jouer sur effectivement à mettre ensemble ces différents acteurs, on va y arriver, hein, pour reprendre ce qui était dit ce matin, il faut apprendre à jouer collectif, mais pas toujours avec le ballon, quoi. Voilà. Donc je pense que cette relation, pour reprendre votre question du début, entre le producteur et le consommateur, il est nécessaire, parce que c'est là aussi le consommateur, il va prendre conscience que finalement le producteur aujourd'hui il n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qu'il produit, que finalement les intermédiaires sont énormes et donc le prix en est en conséquence élevé. Donc voilà, moi je pense qu'il faut absolument que les PAT travaillent sur cette gouvernance, et pour moi effectivement la gouvernance est la première pierre d'une société résiliente. Sachant que le ballon ne se joue qu'à Bollaert.
Au Stade Bollaert à Lens, c'est tout. Éventuellement au LOSC, pas à Marseille. Je plaisante, attention. Monsieur Grimont-Pont, votre outil créateur, c'est quoi? C'est un outil de prospective, c'est un outil de modélisation de la vulnérabilité d'un territoire? Cratère, c'est une application gratuite en ligne, dont l'acronyme résume calculateur de résilience alimentaire des territoires. Et c'est une application qui permet de faire un diagnostic en un clic de n'importe quel territoire sur plusieurs dimensions du système alimentaire. Lesquelles? À savoir l'adéquation entre ce que l'on produit sur place et ce que l'on consomme, l'utilisation d'intrants dans le système alimentaire, l'impact sur la biodiversité du système alimentaire. Récemment, la disponibilité de commerce agricole dans un paysage donné, parce que par exemple en France, il y a 7 communes sur 10 qui sont dépourvues de commerce d'alimentation générale. Et donc en fait, cette application... Vous voulez dire d'épicerie hors GMS, c'est ça? Non, y compris de GMS, parce que bon GMS... 7 communes sur 10? 7 communes sur 10, ce qui fait moins de la moitié de la population, parce que on est plutôt à 15 millions de personnes, puisque ce sont des communes majoritairement rurales. D'accord. Donc c'est parmi les nombreuses, ça fait partie des nombreuses choses qui rendent le système alimentaire très vulnérable face à notre dépendance extérieure aux ressources fossiles. Parce que je vous ai entendu dire qu'on avait besoin de toutes les échelles d'organisation et qu'il fallait faire attention à ne pas vouloir vivre en autarcie sur le plan alimentaire. Mais alors là-dessus, il faut se rassurer, la France est très très loin de l'autarcie, et même les régions et même les territoires sur le plan alimentaire. En fait, on dépend quasiment à 100% de ressources extérieures pour assurer le niveau de production qu'on connaît aujourd'hui en France. On importe la totalité du pétrole qui alimente nos tracteurs, nos camions, nos routes, les voitures qui font qu'on peut s'alimenter en grande et moyenne surface. On importe la majorité des intrants minéraux qu'on met dans nos champs et sans lesquels les rendements agricoles s'effondreraient. On importe, y compris du point de vue des produits alimentaires, la moitié des fruits et légumes qu'on consomme. Certes, mais ça, c'est pas nouveau. Du temps des marchés de champagne au Moyen-Âge, on avait déjà une économie mondialisée. Je vous assure que l'échelle est totalement nouvelle. La France était bien plus autonome sur toutes les ressources que je viens de vous citer, il y a ne serait-ce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en fait. Non, mais j'entends bien, mais est-ce que, effectivement, une des raisons qui ont fait que l'agriculture a voulu changer, c'était que certes, les agriculteurs à l'époque vivaient en autarcie, en autonomie, mais ils étaient pauvres et ils ne se considéraient pas comme vivant dans la société. Donc est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ce n'est pas un fantasme. Le fait que la situation précédente n'était pas souhaitable ne signifie pas que celle d'aujourd'hui l'est. C'est une bonne réponse. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses à améliorer et on est très très loin d'un système alimentaire souhaitable. Et alors Cratère, justement, pour y revenir, c'est simplement un outil de mesure et on s'est rendu compte en fait en discutant avec de nombreuses collectivités qu'elles commençaient toutes, à juste titre, par faire un diagnostic de leur système alimentaire, ce qui pouvait prendre pas mal de temps en ressources, et, en moyens humains et financiers. Or, elles en manquent assez terriblement. Les effectifs des PAT sont souvent très faibles et tout ça. Donc on s'est dit, on va mettre en commun ces ressources, toutes ces données, et puis essayer de créer une application qui résume un peu ces données, puisqu'en plus, on se rend compte que la plupart des collectivités, pour une typologie de territoire donnée, partagent toutes un diagnostic très similaire, à savoir une baisse très rapide de la population agricole, une disparition des petits commerces de proximité, une stagnation du niveau de pesticides ou ce genre de choses. Donc voilà, on part d'un diagnostic, et pour autant, il est utile à faire ce diagnostic parce que ça permet de se fixer des objectifs chiffrés, quantifiés, ce qui manque très singulièrement dans de nombreux PAT, puisque en fait, quand on est une collectivité et qu'on choisit de s'emparer de la question alimentaire, on a bien raison de le faire. Et ce qui est porteur politiquement, c'est souvent de multiplier un ensemble de petites initiatives. Par exemple, on crée un marché de producteurs, on crée une régie alimentaire, pourquoi pas, c'est des objectifs qui sont souvent très louables et ambitieux, mais on ne se préoccupe pas des conséquences de chacune de ces initiatives démultipliées sur des tendances de fond qui sont à l'œuvre. Et quand on entend ce matin souvent dire il y a des dynamiques qui sont visibles et qui sont apparentes, oui, il y a des dynamiques, mais elles ne vont pas dans le sens qu'on croit. Et aujourd'hui, si le cap de réorientation du système alimentaire est connu, on sait qu'il faut généraliser l'agroécologie, on sait qu'il faut diminuer drastiquement la consommation de produits d'origine animale, et on sait qu'il faut reterritorialiser les cycles et les boucles de nutriments, par exemple. Eh bien, tous les indicateurs montrent qu'à l'échelle nationale, on va très vite, mais dans la mauvaise direction, et on continue à y aller. Donc le cap est fixé, mais tous les vents économiques et politiques soufflent dans le sens contraire aujourd'hui. Il ne faut pas s'y tromper. Et quand on a un territoire et qu'on commence à prendre en main ces questions, c'est intéressant de se fixer des caps. Par exemple,
est-ce que je vais maintenir la population agricole sur mon territoire? Est-ce que je vais limiter l'agrandissement des exploitations? Est-ce que je vais améliorer la condition de vie des agriculteurs? Et si on ne parvient pas à améliorer chacun de ces indicateurs, ou au moins à les stabiliser, il faut en tirer les conclusions nécessaires. Ça veut dire qu'on manque de moyens réglementaires, économiques pour agir sur la question, ou ça veut dire que les leviers d'action ne se situent pas à notre échelle. Donc je pense que ces indicateurs sont essentiels pour se rendre compte de ce sur quoi on agit réellement dans le fond, quoi. Monsieur Roland Bondrény, sur votre territoire, on peut tout produire, on produit déjà tout, tout est possible, on peut aller vers une amélioration de la résilience alimentaire où il vous manque des choses et compte tenu du changement climatique, il en manquera peut-être encore plus demain. Enfin voilà, est-ce qu'il y a un aménagement du territoire agricole à piloter et est-ce que vous avez les moyens de le faire? Oui, alors il faut vraiment, parce que l'intervention d'Arthur va vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est quel modèle, quel territoire on veut pour demain. Donc quand on a fait notre diagnostic, en effet, on s'est rendu compte qu'on avait des filières où on était performant et des filières où on l'était moins, notamment sur tout ce qui est fruits et légumes, comme je disais tout à l'heure, on est le premier producteur, voilà, de courgettes, de salades, etc. Donc nous, on a des filières fortes et des filières moins fortes. Donc je pense qu'il faut aller, et c'est notre objectif, c'est d'aller vers une plus grande diversification. On pense que voilà, il y a de la place pour installer sur des filières qui sont aujourd'hui pas très fortes sur notre territoire. Mais en même temps, comme ça a été dit, la question de l'échelle est importante, c'est-à-dire à quelle échelle on veut être résilient, à quelle échelle on veut être autonome, voilà, souverain sur la question de l'alimentaire. Voilà, nous, on n'a pas en tout cas pour ambition sur l'échelle départementale du département des Bouches-du-Rhône, d'être autonome sur l'ensemble des filières, voilà, parce qu'on a en fait un terroir, notamment en termes de soleil, etc., puis voilà, d'irrigation et autres, qui est cohérent pour notamment certaines productions. Voilà, et du coup, on en donne aussi, voilà, à d'autres. On a des échanges avec d'autres départements à côté de chez nous, et donc voilà, il y a ces échanges-là à garder dans la question de la résilience alimentaire. Et est-ce qu'on a les moyens d'aller plus loin dans cette question-là? Donc en effet, on est en train de réfléchir à, maintenant avec les conséquences du changement climatique, quelles vont être les filières sur lesquelles ça vaut le coup, voilà, d'installer et de mettre l'emphase pour les années à venir. Donc on est en train de réfléchir là à une étude avec notamment le soutien de l'ADEME sur les conséquences précises pour notre bassin provençal du changement climatique, notamment sur l'apparition de nouveaux ravageurs, sur la vulnérabilité face aux questions de sécheresse et d'événements climatiques. Et on est en train de voir qu'il y a des filières qui commencent à émerger, qui peuvent être intéressantes pour notre territoire, notamment tout ce qui est légumineuse, voilà, puisque ça va aussi dans le sens de diminuer notre consommation carnée. Et donc pour la restauration collective, entre autres, voilà, c'est des filières qui sont porteurs et qui sont très adaptées à notre bassin. Donc voilà, donc c'est des filières sur lesquelles on aimerait continuer de travailler, organiser et installer davantage d'agriculture sur ces filières-là, quoi. Mesdames, Messieurs, avez-vous des questions? Alors, je vois... En fait, je vois rien. Si, je vous vois, madame. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Angélique Pitot du réseau Cocagne. Moi, c'est plus une intervention Faites ce que vous voulez, mais question. Relativement court, parce que Pardon. Le temps passe. Non, c'était une intervention par rapport au fait, une réaction par rapport... là, je suis relativement contente de voir qu'effectivement, à travers les interventions, même si ça ne se voit pas, il y a souvent des jardins de Cocagne ou certainement plein d'autres acteurs de territoire qui, derrière, sont les chevilles ouvrières des actions que vous présentez. On a parlé ce matin de l'urgence que l'État mène une transformation structurelle. Moi, je voulais aussi mettre l'accent sur l'urgence de s'appuyer sur les acteurs de terrain et de valoriser cette action de terrain à sa juste valeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des actions de territoire qui se basent beaucoup sur un certain nombre... Voilà, on commence par des diagnostics. Moi, je trouve très bien qu'effectivement, Arthur parle d'un diagnostic fait en ligne et qu'on puisse
Non pas que cette étape ne soit pas importante, mais à un moment donné, on passe notre vie à faire des diagnostics et des études. On passe notre vie, les collectivités et autres délèguent à un certain nombre de cabinets, un certain nombre d'audits et de diagnostics, pendant que les acteurs de terrain font un travail de fourmi et généralement tissent par l'action un certain nombre de coopérations, parce qu'il ne faut pas croire que les assos travaillent chacun dans son coin. On a déjà l'habitude de travailler en coopération, et généralement c'est par l'action qu'on fait et qu'on tisse les coopérations effectives, parce que souvent autour d'une table, chacun dans son intérêt, on est plus à défendre des intérêts dans les consultations qu'à vraiment coopérer. Et résultat, ces acteurs de terrain sont souvent dans des situations, des modèles économiques relativement précaires. Ce que vous voulez dire, c'est des contrats précaires, ils sont mal payés? C'est les modèles économiques des associations qui sont maintenant mis en concurrence avec des appels à projets, qui ne sont jamais sur des subventions pluriannuelles ou de moins en moins, pour qui le fonctionnement, qui sont en fait des missions socles, sont en réalité complètement dévalorisés et parce qu'on ne parle plus que d'innovation et d'investissement. Et donc, du coup, on fait beaucoup de travail avec beaucoup d'engagement et en réalité, on a beaucoup de mal à pérenniser nos actions et on doit tout le temps se justifier. Et finalement, on se retrouve dans toutes ces actions qui sont valorisées en tribune, mais en étant complètement invisibilisées et sans et toujours en train de devoir se justifier, y compris sur nos impacts. Merci pour votre remarque. Margot Denis, la Fondation Carasso est là justement pour financer, pérenniser, rassurer les acteurs de terrain. Oui, alors après, on ne peut pas tout financer. Certes. Mais effectivement, en tout cas, on fait un constat proche de celui-là sur le besoin d'appui et de financement pluriannuel, parce qu'effectivement, les appels à projets, les postes qui sont sur 1 an, etc., on voit bien que ça ralentit, voire ça freine les transitions qu'on souhaite. Et donc, du coup, je vais dans votre sens sur l'urgence de valoriser plus encore les actions qui existent déjà, de ce qui fonctionne sur les territoires, ce que tous les acteurs mettent déjà en œuvre. Nous, on sait que c'est riche, on se rend compte qu'on ne le valorise pas encore assez. Et on a d'ailleurs dans le programme Tetra l'année prochaine tout un travail de capitalisation et de diffusion de ce qu'on sait déjà, parce qu'en fait, on ne part pas du tout d'une feuille blanche sur ces sujets-là. Et en fait, aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, on va bientôt terminer, il y a des projets qui terminent sur la résilience informelle en fait, des territoires, mais pas seulement, d'associations, de citoyens, de collectifs. Pendant la crise du Covid, nous, on a financé certains projets dont on va essayer de capitaliser les résultats pour dire comment se sont organisés ces collectifs, ces citoyens, etc., dans certains territoires pendant la crise Covid sur la question de l'alimentation, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour se préparer aux futures crises dont on sait qu'elles vont arriver, qu'elles soient sanitaires ou autres. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur le fait que des choses se sont passées, des choses fonctionnent, des acteurs comme vous fonctionnent aujourd'hui très bien, mais malheureusement, on n'a pas forcément la valorisation suffisante et on espère qu'on va mettre un petit coup d'accélérateur sur ce point-là. Madame, sachez demain que sur la plénière d'ouverture du réseau France Rénov', il y aura la représentante des espaces Info Énergie et les autres ALEC qui changent de nom et qui va dire exactement la même chose. Nos personnels sont sur des contrats précaires, sont mal payés et beaucoup s'en vont, on a du mal à recruter. Et il y a la même chose sur la biodiversité dans les associations de protection de la nature ou les CPIE, ce qui donne une valeur approchée de la biodiversité, de l'alimentation, de l'action sociale et de l'énergie dans la société. Quand on confère ces responsabilités à des acteurs payés entre 1 500 et 2 000 euros, c'est peut-être pas que l'objectif affiché par la société est vraiment celui qu'elle a envie d'atteindre. Voilà, la valeur qu'on donne à ces sujets est quand même relativement faible, et moi je m'en désole, d'autant plus que c'est souvent des gens qui ont ma formation qui se retrouvent dans ces structures. Voilà, j'ai fait mon pamphlet, mon plaidoyer. Alors attendez, il y a une forêt de bras, je ne sais plus. Il y avait madame, je crois, oui, je vous avais vu tout à l'heure. Ah pardon, je suis désolé. Bon bah allez-y, vous avez le micro. Ensuite ce sera vous madame, je vous le promets. Bonjour à tous et toutes. Hugues Vernier, de la territoire de la Bio-Vallée.
En fait, moi, je voudrais féliciter toutes les initiatives locales. Et moi, je bosse sur mon territoire depuis plus de 20 ans là-dessus. Et c'est vrai qu'on rame, on rame, on rame. Et quand on voit le discours de ce matin, qui était un discours politique, où on est tous militants et tout ça, et qu'à côté de ça, on a une politique agricole qui représente en termes de millions d'euros quelque chose qui n'a pas de... qui est pas comment... on ne peut pas comparer. Et on se dit, est-ce qu'il y a une vraie volonté politique de soutenir les territoires qui travaillent sur les pattes? Et je pense qu'il faut aussi qu'on se mobilise pour qu'il y ait une vraie volonté politique par rapport à ça. Et je rejoins le discours de Madame la Présidente de l'Aglo, c'est-à-dire qu'il faut aussi une mobilisation politique et que nous tous les territoires, il faut qu'on arrive à faire changer, sinon on va donner bonne conscience, on va être sur le terrain, et puis à côté de ça, on n'aura pas de moyens et on n'arrivera pas à faire changer les choses. Donc comment on peut faire changer les choses? Je rejoins ce que dit Arthur, je rejoins ce que dit tout le monde, c'est ce qu'on fait tous, mais ça n'avance pas beaucoup. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'on soit très très politique pour faire avancer les choses, parce que sinon, ça n'avancera pas. La profession agricole, on a l'impression que dans le PAT, on fait le contraire de ce que fait la profession agricole ou la politique agricole commune. À un moment, ça va, moi ça fait 30 ans que je fais ça, et c'est compliqué à gérer ça. Et c'est fatigant de toujours répéter la même chose. Je vois bien. Madame derrière, là. Vous voyez que je ne vous ai pas oublié, je n'oublie personne. Non, vous ne m'avez pas oublié. Donc bonjour à tous, je suis Pauline Ricard, je travaille au département de Vaucluse, donc sur un PAT à vocation sociale et sur l'animation d'une plateforme qui s'appelle AgriLocal 84. Moi j'avais une question à Monsieur Prudhomme, puisqu'on parlait de la loi Egalim tout à l'heure, et où en est le critère d'externalité environnementale, et est-ce qu'on se dirige vers un critère d'achat direct? Et pan. Et pan, je ne sais pas répondre. Non, je ne sais pas du tout répondre à votre question. Peut-être, par contre, vous verrez, j'ai des collègues là qui sont présents au niveau national. Peut-être que dans la pause ou le déjeuner, voilà, vous venez vers moi et puis j'essaierai de trouver quelqu'un qui puisse répondre à votre question, parce que moi, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas faire mieux non plus. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, Christophe Sablé, producteur de lait, élu Chambre d'agriculture. Je trouvais les débats riches. Je voulais faire deux ou trois petites remarques, notamment autour des territoires, où la capacité de nourrir sur un territoire, sachant que tous les territoires n'ont pas les mêmes conditions pédoclimatiques et n'ont pas la même population. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on sait que dans les Pays de Loire, on est autonome à 150, 200 ou 300%, tout dépend des productions, mais qu'en Île-de-France, on n'a que 3% d'autonomie. Donc il faudra régler le problème logistique aussi, de savoir comment on fait pour une meilleure alimentation. Sur l'agroécologie, tout le monde en parle. Nous, les agriculteurs, on aimerait bien avoir une définition précise de ce qu'est l'agroécologie. Elle existe, hein? Oui, mais la traduction dans nos exploitations, un peu plus compliquée quand même. On a l'impression, nous les agriculteurs, de faire de l'agroécologie tous les jours. C'est-à-dire la biodiversité, la diminution des intrants, toutes ces choses-là. La reconnaissance de ça, elle est compliquée à avoir. Et sur l'alimentation, la nouvelle alimentation durable, il y a un constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que quand même 80% de nos concitoyens s'alimentent via les GMS et via principalement le prix. On a, en termes de signe officiel de qualité ou de label bio, qu'uniquement 20% de la consommation qui est là-dessus. Donc il y a une différence entre la volonté qu'on a développée ce matin et l'acte final du consommateur qui, quand il rentre, pousse le caddie au moins cher possible. Et donc il y a toute cette question assez compliquée à gérer entre ce que fait le consommateur et ce que veut le citoyen. Et ça, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, nous, les agriculteurs, on produit pour répondre à une alimentation qui est demandée. Un autre exemple qui me chagrine un peu aussi, c'est un peu ce qu'on voit apparaître dans la presse aujourd'hui, entre la suppression d'un plat dans les cantines pour une question budgétaire et la volonté d'avoir une alimentation diversifiée. Et donc il y a un certain décalage entre ce que l'on peut entendre, et notamment au niveau du coût, c'est-à-dire qu'on réduit le budget alimentaire parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et là on demande d'avoir une agriculture
meilleure, plus efficace, mais qui aura un coût supplémentaire. Donc il y a un décalage entre les actes et la pensée. Effectivement, le critère, oui, Sophie Pardo, je vais vous passer la parole. Le critère de la plupart des consommateurs, c'est le prix. D'ailleurs, les GMS les poussent à aller toujours au prix le plus bas. Et quand on commence, en fait, c'est un cercle vicieux, c'est toujours le prix le plus bas. Donc le prix le plus bas, le payé aux agriculteurs, à qui on demande tout, de produire mieux, en faisant attention au sol, à la biodiversité, à l'eau, à l'air, en ne faisant pas mal aux animaux, etc. etc. Finalement, c'est eux la clé de voûte de l'adaptation du système alimentaire. Alors, je ne pensais pas répondre à votre question. Vous pourrez répondre à une autre. Ce sont des acteurs indispensables, malmenés, parfois mal considérés. Et ça, c'est évident que si on veut une trajectoire qui réconcilie agroécologie, alimentation durable et sécurité alimentaire, il va falloir travailler tous ensemble et considérer évidemment ces acteurs à leur juste place. L'intervention de monsieur est très importante et c'est ce que j'avais en tête tout à l'heure en parlant de faire le lien entre les producteurs et les consommateurs. Parce que ce qui a été beaucoup évoqué ce matin, c'est la sécurité alimentaire. Et quand on parle de résilience d'un territoire par rapport à l'alimentation, de quoi on parle? Est-ce que c'est simplement le côté producteur? On peut très bien saluer toutes les initiatives qui ont été portées là-dessus. Mais la question que je me pose, et je n'ai pas de réponse, mais c'est la corrélation, c'est-à-dire la relation entre une amélioration ou des initiatives fortes sur ce volant de production avec le respect des sols, etc. Et puis l'augmentation ou non, ou aucun effet sur la sécurité alimentaire du territoire. Parce que ce que j'ai bien compris ce matin, c'est qu'il y a évidemment dans les préoccupations les deux aspects, à la fois l'aspect production, dans le respect des sols, etc. Et puis en tenant compte des modifications du climat, qui ne sont pas récentes, on l'a évoqué ce matin, ça fait quand même 50 ans qu'on en parle. Et puis la sécurité alimentaire. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, riche comme réflexion et compliqué de se dire finalement, est-ce qu'on mesure la résilience d'un territoire en tenant compte de ces aspects-là, sachant que, comme vous l'avez rappelé, monsieur, et c'est fondamental, les territoires ne sont pas égaux quant à le climat, la production, donc on ne peut pas demander exactement la même chose au territoire. Mais je pense que ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément d'aller vers de l'autonomie, mais de prendre en considération toutes les dimensions de l'aspect alimentation durable, donc les consommateurs qui peuvent consommer des biens qui viennent d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, est-ce qu'on va réussir à réduire cette précarité alimentaire et est-ce que dans la notion de résilience territoriale face à ces questions-là, on intègre tous ces aspects-là? Alors j'ai en tête moi particulièrement les étudiants puisque je suis enseignante, chercheur à Nantes Université et on a beaucoup parlé de la crise de maintes façons aujourd'hui. Il faut savoir que la population étudiante, c'est une population avec une partie en grande précarité qui a été visible lors du Covid et lors de la crise alimentaire. Pour simplement évoquer Nantes, le réseau des associations étudiantes en partenariat avec les associations qui œuvrent sur Nantes ont distribué à peu près 40 tonnes de nourriture pendant le confinement aux étudiants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de crise et ils sont toujours dans la précarité. Voilà. Et une des réponses, elle est apportée par les étudiants sur place qui font une épicerie, qui font un jardin de cocagne, etc. Voilà. Donc mon point, c'est quel est le sujet de la résilience des territoires? Est-ce que c'est on prend en considération à la fois la consommation et la sécurité alimentaire et comment on les réconcilie? J'ai pas de réponse. Mais... Et puis comment non, je ferai ma remarque après. Madame, ce sera la dernière intervention, je pense. Merci beaucoup. Audrey Lacroix, je suis présidente du GAP 44, c'est le groupement des agriculteurs bio du 44. J'avais une question qui était pourquoi il n'y a pas d'agriculteurs, agricultrices avec vous aujourd'hui, ou de paysans, paysannes. Pour moi, c'est différent, on pourra en rediscuter. On parle d'agriculture, je pense que c'est important qu'on soit nous aussi présents avec vous. Je regardais le thème, c'était dynamique, panorama des dynamiques. Il y a énormément de dynamique au cœur de ce métier, qui est un métier passionnant. Et notamment, les agriculteurs bio que je représente ici ont une dynamique énorme depuis des années.
Ça fait plus de 30 ans en fait que nous on propose des solutions et qu'on les met en place et qu'elles fonctionnent. Et il y a des études aujourd'hui qui montrent que la qualité de l'eau s'est améliorée lorsque les agriculteurs sont passés en agriculture biologique. Et c'est vrai que c'est une difficulté, nous le savons, parce que moi personnellement, par exemple, je me suis installée direct en bio, donc je ne sais pas ce que c'est que ce passage, mais je sais que pour un agriculteur qui a commencé avec d'autres pratiques, c'est extrêmement compliqué. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Arthur, etc., dans ce besoin d'accompagnement qui va plus loin, qui est un accompagnement politique fondamental pour aider les agriculteurs à faire cette transition. Et elle est fondamentale parce que ça regroupe tout, c'est la biodiversité, c'est l'eau, c'est l'alimentation, c'est la santé. Et on a des solutions, elles sont là devant nous. Il y a un discours ambiant qui dit qu'on ne peut pas nourrir le monde en bio. C'est faux. Une étude de la FAO qui date déjà de 2011 a montré qu'on pouvait nourrir le monde en bio. Donc on a des solutions, mais on a aussi des blocages, des freins qui sont de toutes sortes, qui sont culturels, sociologiques, etc. Et on a des outils pour pouvoir avancer là-dessus. Moi, je vous invite à ce qu'on le fasse ensemble, sans montrer du doigt, sans dire les méchants agris et les gentils ou quoi, mais en disant ce mot, parce que je le sentais, j'écoutais, en me disant quand est-ce que ça sort le mot d'agriculture biologique. Pour moi, c'est fondamental, on est dans le vrai, dans ce vers quoi il faut aller. Voilà. Donc, pour d'autres occasions, je vous invite à inviter aussi des agriculteurs qui font les dynamiques sur leur territoire et qui essayent de faire bouger aussi. Et vous considérez que... Regardez le micro. Vous dites que vous êtes dans le vrai, et la conservation des sols, vous la placez où ? Oui, tout à fait. La conservation des sols, c'est une vraie question. Et du coup, en fait, là où je veux dire ça, alors j'ai dit je veux être dans le vrai. Non, effectivement, là où je dis on est dans le vrai, c'est que on est toujours dans cette démarche d'amélioration permanente. On n'a pas dit qu'on avait fini, qu'on avait trouvé la solution, que l'agriculture biologique, ça y est, c'est hop, il n'y a que ça à faire, etc. On est toujours dans une démarche d'amélioration, de recherche, de performance. Et aujourd'hui, par exemple, on travaille au niveau des Pays de Loire sur le bio et non-travail du sol. Il y a un gros colloque, par exemple, qui a été fait l'année dernière sur ce sujet, et on est en train d'essayer d'améliorer encore nos pratiques. Donc effectivement, cette démarche-là, on n'a pas terminé la réflexion, mais on a aussi quand même énormément de solutions à proposer qui existent. C'est vrai, j'en suis le témoin, ça fait 10 ans que je vois le monde agricole changer. De plus en plus d'agriculteurs passent souvent d'abord en conservation des sols. J'en vois plus qui passent en conservation des sols pour des raisons économiques qu'en bio. En tout cas, il y a une dynamique qui est frappante et qui ne demande qu'à être soutenue par l'ADEME, vous allez me dire ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je rebondis sur la question des associations. L'ADEME, justement, au niveau régional, aide ce groupement en finançant un animateur justement pour aller sur les exploitations, pour expliquer, pour essayer de transformer effectivement cela. Donc on a encore des moyens pour accompagner, et c'est vrai que sans animation sur le terrain, il n'y a pas de projet qui sortent, il n'y a pas d'évolution. Donc on essaie de continuer, mais c'est vrai que globalement c'est toujours un peu compliqué puisqu'on s'engage, nous, sur 3 ans, ce qui donne déjà un peu de visibilité à ces associations, mais au bout de 3 ans, généralement, la question se repose. Et puis, malheureusement, comme on est sur de l'argent public, nous aussi, on demande à quoi ça a servi. Il faut effectivement un peu de preuves pour qu'on puisse se réengager dans un nouveau financement. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est parfois un peu difficile pour les associations. Mais en tout cas, l'ADEME est encore très présente sur ces financements d'associations pour permettre la transition écologique sur les territoires. Les agences de l'eau aussi sont présentes, financent des changements d'itinéraire. Madame, allez, ce sera la dernière. À moins que... Ah ouais, en fait, je vois personne en haut. Qui trépigne depuis 1 heure, là ? Oui, en haut. Alors là, juste derrière la caméra, et ce sera vraiment la dernière. Relevez la main, madame. Voilà. Je vous fais confiance. Hein. Vous êtes celle qui a le plus trépigné. Vous êtes frustrée. Prenez le micro. Bonjour. Je ne suis pas frustrée. Bonjour. Tant mieux. Anne-Sophie Pigré de l'association Campus Fertile. Je représente aussi le GREN Pays de la Loire en tant qu'administratrice, qui est un GREN le réseau régional d'éducation à l'environnement. Et je voulais juste... savoir quelle place pour l'éducation alimentaire. Bonne question, on ne l'a pas abordée. Cours de cuisine, visite de marché dans les écoles. Moi, j'ai connu ça petit au collège de Caudry, Jacques Prévert, et ensuite ça a été aboli. Et oui, j'ai appris à faire à manger. Enfin non, j'ai pas appris. Bon, enfin bref, je vais pas vous. On faisait même du tricot en EMT en 6e, figurez-vous. Si, avec Monsieur Tordois. C'est pas drôle, il s'appelle Monsieur Tordois, et sa femme, c'est Madame Tordois, notre prof d'histoire. Qui veut intervenir ? Éducation, peut-être vous, Margot Denis ? Oui, évidemment, c'est fondamental. L'éducation à l'alimentation au sens large,
Je pense que ça fait déjà partie d'énormément de projets territoriaux sur l'alimentation d'ailleurs, qu'il y a des actions d'éducation, il y a énormément de structures, d'associations, etc., qui développent des outils, qui interviennent dans les écoles. L'éducation à l'alimentation, c'est pas que pour les enfants d'ailleurs, c'est à tout âge de la vie, et même pour ça ouvre sur la question de la formation au sens large, des professionnels de tout type, sur les enjeux de l'alimentation durable et de l'agroécologie. Donc en fait, on ouvre là vraiment quelque chose de très très large. Forcément, je peux être que d'accord avec le fait que c'est important. Par contre, il faut pour moi que ça soit, et pour la Fondation, que ça soit en cohérence. C'est-à-dire que aller dire qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux manger, mais qu'en fait l'offre en face ne soit pas suffisante en produits de qualité, locaux, etc., c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que oui, on sait peut-être tout ce qu'il faut faire, mais on n'a pas les moyens, ou en tout cas, c'est pas évident de changer ses comportements. Il suffit pas de le savoir. C'est des choses qu'on a bien compris, par exemple en nutrition, que les gens savent qu'il faut manger plus de fruits et légumes, mais c'est pas pour ça qu'ils le font. Qu'ils vont le faire. Donc c'est bien, mais c'est un pan seulement de tous les éléments de transformation qu'il faut qu'on mette en place. Un point important, Monsieur Roland Mondreni, vous avez mis en place des ateliers de sensibilisation à la bonne alimentation, c'est ça? Oui, c'est ça. On l'a dit plusieurs fois, en fait, c'est ça qui est ressorti. Hein. C'est un sujet central dans le sens où aujourd'hui, dans l'acte d'achat, c'est principalement le prix, le premier déterminant. Donc il faut sensibiliser au prix que coûte l'alimentation, à la saisonnalité, à toutes ces choses-là, et c'est un des moyens de faire transformer le système. Nous, du coup, dans toutes nos actions, notamment quand on soutient les jardins de Cocagne, qu'on fait notamment des actions solidaires, des paniers solidaires ou ce genre de choses, on demande systématiquement à ce qu'il y ait en parallèle des ateliers dans les quartiers, dans les centres sociaux, autour justement du local, de la saisonnalité, de l'alimentation durable, parce qu'on considère que on fait des actions où on redonne de l'offre accessible, etc., mais en parallèle, il faut justement sensibiliser à cette alimentation. On fait la même chose dans les cantines, on a tout un programme de formation pour nos 121 communes. Donc nous, comme on est à une échelle assez importante, on a des dizaines de journées de formation pour les acheteurs, pour les gestionnaires de cantines scolaires des 121 communes. On a une personne à temps plein là-dessus. Et une de ces formations, c'est justement de mettre en lien avec des associations qui font de l'éducation à l'alimentation et de montrer comment on peut sensibiliser les convives dans le cadre de la restauration collective, dans le cadre des écoles. Et donc là, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour finir, on est sur notre compétence, la restauration scolaire, la politique de la ville, la précarité. Mais après, il pourrait y avoir un volet aussi éducation nationale avec, dans les programmes, cet aspect-là alimentaire qui pourrait être plus important. Donc à chacun de trouver les moyens en fonction de ses compétences sur le sujet. Je suis d'accord. Refaisons des cours de cuisine à l'école et à la fac, Sophie Pardo. Le mot de la fin, il est pour vous. Je suis complètement d'accord avec l'intervention et je pense que même si l'éducation alimentaire, c'est pas que pour les enfants, ça passe beaucoup par les enfants. Et je pense que pour avoir des enfants en bas âge, c'est un peu saupoudré, mais il y a un vrai champ à investir sur l'éducation alimentaire et sur le changement climatique, on peut y aller, au niveau des enfants et de la sensibilisation, mais aussi de l'apprentissage, vraiment une vraie éducation. Alors c'est complémentaire de ce qui a été dit, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, mais c'est un aspect qui est évidemment fondamental. Alors il n'y a pas de cours de cuisine à la fac, je crois, je dis des bêtises, puisque l'association Petit Pied Nantais, donc qui est une association étudiante, et l'épicerie qui est à l'université, font aussi des ateliers de cuisine, puisqu'il y a une dynamique autour de l'alimentation à ce sujet-là. Voilà. Vous avez des petits-enfants, moi j'ai des grands ados, et vous n'imaginez pas ce que ça bouffe. J'ai les deux, moi. Ah, d'accord. C'est invraisemblable, un ado. C'est des êtres étranges, les ados. Mesdames, Messieurs, avant de partir, vous alimentez de façon durable, responsable, équitable, écologique, sociale, etc. Sachez que les ateliers R, ruches, épées, place de marché sont tous pleins, sauf quelques désistements de dernière minute. Sachez que les ateliers F, fertilisation, ont encore de la place, notamment ceux qui se tiennent dans les salles 150, 300, Centre Expo. Voilà. Pour les visites organisées, les 8 visites organisées V1 et V8 sont pleines. Donc si vous comptiez vous insérer dedans, c'est raté. Le départ se fait rue de Gemap, à gauche en sortant de la Cité des Congrès face au CIC, qui doit être une banque. Rendez-vous à 14h. Les cars sont numérotés par visite et un animateur est présent dans chaque car. Attendez, j'ai pas fini. Les parcours urbains T1 à T10 se font en autonomie. Des fiches pratiques étiquettes TAN sont à récupérer à l'accueil.
Il faut voir auprès d'Alizé. Prévoyez le temps de vous rendre sur place en tram, bus pour retrouver les intervenants aux heures indiquées. Départ vers 13h30, 13h45 selon les parcours. N'hésitez pas à contacter directement les intervenants en cas de décalage de planning. Voilà, pour le bon déroulement des échanges, je continue à lire, mais c'est important. Et pour le respect des personnes qui vous attendent, merci de bien vouloir respecter scrupuleusement les horaires indiqués. Merci en tout cas d'avoir assisté à ces débats cette matinée. Et bon appétit.